Bonjour à tous. Donc, merci. Nous allons commencer la séance qui sera réservée pour la partie résolution des programmes linéaires par ce qu'on appelle l'algorithme de simplex. Vous pouvez intervenir par vos questions et vos remarques quand vous voulez. Le plan de cette séance sera comme suit. Nous allons commencer par un petit rappel sur les programmes linéaires, en particulier les écritures particulières, standards et canoniques sous principalement forme matricielle. Et je vais vous rappeler rapidement les règles de réécriture. Nous allons passer tout de suite après pour présenter ce que l'algorithme de simplex basé sur un exemple de résolution. Donc, on va partir à partir d'un programme linéaire pour décrire l'algorithme de simplex, présenter par la suite les cas particuliers de cet algorithme-là. Et je vais finir par une proposition de 2 exercices qui seront a priori résolus à la prochaine séance, en présentiel, samedi, je pense. D'accord? Alors, ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est la présentation des programmes, des situations réelles, une situation réelle via un modèle mathématique par des équations linéaires pour la programmation linéaire. Et nous avons aussi vu un cas particulier de résolution qui est la résolution graphique appliquée ou qui peut être utilisée uniquement lorsque le programme est de dimension 2, c'est-à-dire lorsque le programme est défini par 2 variables de décision uniquement. Nous allons passer aux algorithmes, d'autres algorithmes de résolution des programmes linéaires et on va commencer par l'algorithme de simplex. Donc, on va partir du modèle pour le résoudre. C'est une généralisation de la résolution, un élargissement du champ d'application de la résolution, parce que ce n'est pas une généralisation à 100% par l'algorithme de simplex. Je vous rappelle qu'un modèle linéaire est formé, c'est-à-dire à partir de la situation réelle, si on veut présenter un modèle linéaire, un modèle mathématique d'équation linéaire, il doit être formé par une fonction objective de maximisation ou de minimisation et un certain nombre de variables, de contraintes, pardon, un certain nombre de contraintes qui sont des équations ou des inéquations de type supérieur égal ou inférieur égal. Et la fonction objective et les contraintes sont définies en se basant sur des variables de décision et des coefficients obtenus à partir de la description réelle qu'on va appeler à partir de cette séance des coefficients techniques. Donc, ce sont les coefficients techniques qui définissent le problème. Donc, un coefficient technique et variable de décision. On peut présenter cette forme analytique du programme linéaire sous forme matricielle en supposant qu'on a une matrice de dimension n étant les variables, nombre de variables de décision, m, nombre de contraintes, en définissant un vecteur pour les coefficients de l'objectif, dans notre cas c'est 900 000, un vecteur formé par les variables de décision, un vecteur pour le second membre des contraintes, et c'est tout. D'accord? Donc, on peut présenter tout programme linéaire sous cette forme matricielle-là. Bien sûr, le signe des contraintes varie. On peut avoir supérieur ou égal, inférieur ou égal ou une égalité. Et on doit bien sûr harmoniser ces signes-là pour pouvoir présenter la forme matricielle. C'est-à-dire, je ne peux pas directement présenter la forme matricielle à partir de la forme analytique sans ramener tous les signes de toutes les contraintes les mêmes. C'est-à-dire, toutes les contraintes sont de type ou bien inférieur égal, ou bien supérieur égal, ou bien égalité. D'accord? 2 formes ou 2 écritures particulières que nous avons appelées la forme canonique obtenue lorsque nous avons un problème de maximisation des contraintes de type inférieur égal et des variables de décision positives ou nulles, et la forme standard
qui est encore un problème de maximisation et des variables de décision non négatives, mais les contraintes doivent être toutes de type égalité. Pour obtenir ces deux formes-là, la forme matricielle dans le cas général, on doit appliquer, en cas de besoin, les règles de réécriture et de transformation des programmes linéaires suivants. D'accord? Je vous rappelle aussi quelques définitions que nous allons utiliser pour les algorithmes, en particulier de simplex. Nous avons appelé solution une affectation de valeur aux variables de décision. N'importe quelle affectation est appelée solution. La solution est dite réalisable si elle vérifie toutes les contraintes en même temps. L'ensemble des solutions réalisables forme le domaine réalisable. Et là où les solutions optimales sont définies pour un problème de maximisation, par exemple, comme étant, si on appelle x étoile la solution optimale, c'est le vecteur des coefficients de l'objectif, c fois x étoile est supérieur ou égal à cx, quel que soit x dans le domaine réalisable. Les étapes de la résolution, détermination du domaine réalisable, puis la recherche de là où des solutions optimales qui vérifient cette condition-là pour un problème de maximisation, et inverser le signe ici, il s'agit d'un problème de minimisation, c'est-à-dire le z étoile a la valeur la plus petite des combinaisons des points appartenant au domaine réalisable. Des questions jusque-là? Non, madame. D'accord. On va commencer maintenant l'algorithme de simplex et on va l'appeler, on va considérer en particulier la forme tabulaire de l'algorithme de simplex, c'est-à-dire on va présenter cet algorithme-là sous forme de tableau. C'est pour ça qu'on l'appelle simplex tabulaire. La première information que nous devons savoir sur cet algorithme-là de simplex, c'est qu'il peut être utilisé quel que soit le nombre de variables de décision. C'est-à-dire, pour un nombre de variables de décision 2, 3, 10, 20, 30 000, on peut appliquer l'algorithme de simplex. C'est une sorte de généralisation, comme je vous ai déjà dit, de la résolution des programmes linéaires. C'est l'algorithme de résolution le plus utilisé, surtout lorsque nous avons un nombre de variables qui dépasse 2. Parce que 2, la méthode la plus simple, c'est la méthode graphique. Ce qui est à retenir donc, c'est que la méthode de l'algorithme de simplex est utilisée quel que soit le nombre de variables de décision, quelle que soit la dimension du problème. On va appliquer, je vais vous présenter l'algorithme de simplex en se basant sur un problème de maximisation avec des contraintes du type inférieur égal et un second membre positif. Sinon, si on n'a pas cette combinaison-là, on va voir comment on va procéder. Pour le moment, juste pour présenter l'algorithme, on va considérer comment on a appelé si on a en plus de ça des variables de décision positives. Comment on appelle cette forme-là? C'est la forme? Oui? Comment on appelle un problème de maximisation avec des contraintes inférieures ou égales? Forme canonique. La forme canonique, très bien. Donc, on va considérer en particulier une forme canonique avec, en plus de ça, un second membre positif. Si on n'a pas ces conditions-là, on va voir comment on peut procéder. Mais pour le moment, on va adopter cette présentation-là. La démarche à suivre, je vais vous présenter les grandes lignes de la démarche à suivre. Vous pouvez appliquer cette démarche-là sur un exemple. On doit commencer par la forme canonique. Donc, cette condition est déjà respectée si on va considérer un problème de maximisation des contraintes inférieures égales et on ajoute des variables de décision positives. Donc, la première étape, on doit commencer par écrire le programme linéaire sous forme canonique. Puis, on va chercher la forme standard. Si je reviens un peu ici, à partir de la forme canonique, pour obtenir la forme standard, qu'est-ce qu'il suffit de faire? On doit ajouter des variables d'écart. Donc, transformer la forme canonique en forme standard revient à ajouter des variables d'écart en nombre égal à celui des contraintes. Pourquoi on aura exactement le nombre de contraintes? Au début, nous avons commencé par une forme canonique. Donc,
transformer cette forme canonique en forme standard en ajoutant des variables une variable d'écart à chaque contrainte. Puis, on va déterminer ce qu'on appelle la première solution réalisable ou la solution initiale. Comment on va faire ça? Si nous avons en particulier un second membre positif, on va considérer ce qu'on appelle des variables hors base. Des variables de base, on va diviser les variables d'écart et les variables de décision en variables de base et variables hors base. On va mettre à zéro les variables hors base. Vous allez voir que ce sera les variables de décision. Et on calcule la valeur de chacune des variables de base pour déterminer une solution de base réalisable initiale. Donc, la solution réalisable associée à une base, on va voir comment déterminer cette base-là, une des bases possibles. Et on va, cette solution qu'on appelait solution réalisable va être considérée comme une solution réalisable associée à une base. On va voir comment la déterminer, cette base-là. Et on va l'appeler une solution de base réalisable, non pas solution réalisable uniquement. Donc, solution réalisable associée à une base bien particulière. Une fois nous avons déterminé une solution initiale, il y en a plusieurs, on va chercher uniquement une, on va construire un tableau de simplex. Chaque solution de base réalisable, on doit, pour le simplex tabulaire, lui associer un tableau de simplex. Pour cette première solution initiale, on va associer un premier tableau de simplex et on va voir la forme de ce tableau-là. Et l'optimalité de cette solution de base réalisable initiale. Si cette solution est optimale, on va voir le test d'optimalité, c'est quoi? On va arrêter l'algorithme et considérer que cette solution est optimale. Sinon, on doit effectuer une itération et on va voir aussi qu'est-ce qu'on appelle l'itération pour l'algorithme de simplex. D'accord? Donc, ces étapes-là forment l'algorithme théoriquement présenté de simplex. On va l'appliquer sur un cas particulier d'application. Des questions? Non, madame. D'accord. Donc, la première étape, forme canonique, forme standard, solution de base réalisable initiale, premier tableau de simplex, test d'optimalité, puis si la solution n'est pas optimale, on va effectuer une itération. C'est très rare où la solution initiale est optimale. Donc, nous, on va quand même exécuter au moins une itération pour résoudre ce programme linéaire-là. D'accord? Oui. Est-ce que la forme canonique est respectée ici? Un problème de maximisation, des contraintes inférieures égales et des variables de décision non négatives. Oui. Oui, donc on peut passer à la définition. Donc oui, on a bien la forme canonique. La forme standard, comment on va obtenir cette forme standard-là? On va ajouter une variable d'écart pour chaque contrainte. Voilà, donc on aura ça. On va ajouter E1 pour la première contrainte pour avoir une égalité, E2 pour la deuxième contrainte, E3 pour la troisième contrainte. Et pour prendre en considération ces variables d'écart dans la fonction objectif Z, on va leur affecter un coefficient égal à 0. On n'a rien changé. Le vecteur si on va écrire l'écriture matricielle, on doit considérer le même vecteur X de variables. Et ici, nous avons un vecteur X formé par X, Y, E1, E2, E3. Donc, on doit aussi prendre en considération les variables d'écart dans la fonction objectif Z en affectant pour le moment des coefficients nuls. D'accord? C'est clair pour la forme standard? Yeah. D'accord. Oui. On va maintenant chercher une solution de base réalisable initiale dans le cas particulier où nous avons un second membre positif. Est-ce que nous avons un second membre positif déjà? Est-ce que les BI sont toutes positives? Les valeurs de BI? Oui. Oui, donc on peut appliquer, si on n'a pas cette positivité-là, on peut appliquer par exemple l'algorithme Big M, grand M qu'on va voir la semaine prochaine. Mais pour le moment, cette condition est respectée
Donc, on va appliquer directement une règle qu'on va voir tout de suite. Donc, la matrice A ici est égale à quoi si on adopte la même notation de l'écriture matricielle? Alors, tu me dis la première colonne. Colonne. 3, 0, 3, non, 1, 3, 1, 1. 3, 1, 0. 3, 1, 3, 0. 1, 0. Très bien. La première ligne. La première ligne. 3, 2, 1. Normalement, c'est ça. Oui, il faut avoir un vecteur. Le reste, ce sont des zéros. Oui, donc on peut le rendre 0, c'est un nombre. Donc, 3, 2, 3, 2, 1, 0, 0. 0. Donc, il faut préciser aussi les zéros, c'est un chiffre, il faut considérer. Voilà la matrice A qu'on va considérer. La première chose, on va déterminer ce qu'on appelle une base. Par définition, pour l'algorithme de simplex, il y a plusieurs définitions d'une base dans l'algèbre. Pour nous, on va appeler base une matrice de dimension égale au nombre de contraintes, dans ce cas égale à 3, et qui forme une matrice identité. Une base, c'est une matrice, une base, non, une matrice, hein. C'est un vecteur formé par un nombre de variables de décision égale au nombre de contraintes et qui forme une matrice identité. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut prendre comme base? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. La base est formée par des noms de vecteurs, 3 noms de vecteurs. Donc, est-ce que c'est x, y, e1? Est-ce que c'est y, e1, e2? Est-ce que c'est e1, e2, e3? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme base? Dit, je rappelle, x, y, e1, e2, e3. Je nomme les 3 vecteurs qui forment une matrice identité ici. E1, E2, E1, E2, E3. E3, donc. Donc, E1, E2, E3, ce que nous avons ajouté comme variable d'écart. Et on va appeler ça une base initiale. Les vecteurs qui forment cette base-là, on va les appeler des vecteurs de base. Donc, la base E1, E2, E3 est formée par 3 vecteurs de base E1, E2, E3. Les deux autres vecteurs, c'est-à-dire le reste des vecteurs qui n'appartiennent pas à la base, on va les appeler des variables hors base tout simplement. Donc, on va diviser l'ensemble des variables en vecteurs de base et vecteurs hors base. Les vecteurs de base forment la matrice identité pour la solution choisie, pour la configuration choisie. Tout le reste sont des variables hors base. Dans notre cas, nous avons 2 variables hors base. D'accord? Par définition de l'algorithme de simplex, les variables hors base sont nulles. On va poser les variables, toutes les valeurs des variables, on va affecter des valeurs nulles à toutes les variables hors base. Dans notre cas, on va poser x égale à 0 et y égale à 0. Donc, E1, E2, E3 seront égales à quoi? E1 sera égal à, si x, y égale à 0, E1 égale à quoi? E1 égale à 1800. Ouais. Très bien. E1 égale à 1800, E2, E2 égale à 400, E3, 600. E3 égale à 600. Voilà. D'accord? Donc, définir une base qui forme la matrice identité de dimension égale au nombre, exactement égale au nombre de contraintes. Appeler les vecteurs qui forment cette base-là variables de base. Le reste des variables sont des variables hors base. Affecter une valeur égale à 0 à chacune des variables hors base et calculer les valeurs des vecteurs des variables de base. Donc, les valeurs des variables de base sont égales au second membre. Vous avez bien remarqué ça, je suppose. D'accord?
D'accord. Donc, est-ce qu'on peut considérer que 0, 0, 1800, 400, 600 est une solution? Est-ce que c'est une solution? Tout simplement, ni réalisable, ni non réalisable, ni rien du tout. Est-ce que c'est une solution par définition? Oui, madame. Oui, oui, parce qu'on a affaire, comme si nous avons x, y, E1, E2, E3 égale à 0, 0, 1800, 400, 600. Donc cette affectation pour la variable grand X est bien une solution, puisque une solution, par définition, c'est une simple affectation de valeur aux variables. Est-ce que c'est une solution réalisable pour la forme standard? Oui, c'est une solution réalisable parce que 0 plus 1800, c'est bien égal à 1800. 0 plus 400, c'est bien égal à 400. Et 0 plus 600, c'est bien égal à 600. Donc, la solution est bien réalisable. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Oui, Ouais. madame. Oui, madame. Ce qu'on va considérer, on va dire que lorsque nous avons commencé par une forme canonique, lorsque nous avons des seconds membres, les valeurs du second membre B sont toutes supérieures ou égales à 0, on peut poser comme solution réalisable initiale la solution obtenue en affectant des valeurs nulles aux variables de décision et les valeurs du second membre correspondant pour chaque variable d'écart. Et on va appeler ça une solution réalisable initiale associée à la base 1. À combien? On va calculer Z ici. La valeur de Z, elle est égale à combien si on considère la solution 0, 0, 1800, 400, 600? 0. Voilà. La valeur de Z sera égale à 0. On dit x égale à 0, y égale à 0 et les coefficients des variables de base sont nuls. Donc, Z égale à 0. On va dire que la solution réalisable associée à la base E1, E2, E3, ou bien la solution de base réalisable initiale, la même notation, est obtenue si nous avons un second membre positif dès le début, si on a commencé par un second membre positif et obtenu, et c'est la solution de base réalisable, en attribuant la valeur 0 aux variables de décision que nous avons considérées variables hors base. C'est pourquoi, voilà, comment on détermine une variable, une solution de base réalisable initiale associée à une base initiale. D'accord? On va maintenant présenter, donc est-ce qu'on a terminé la troisième étape? Oui? On a bien terminé la troisième étape, vous êtes d'accord? On a cherché une solution de base réalisable initiale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Tableau de simplex. Oui. La quatrième étape, c'est quoi? Premier tableau de simplex. On va présenter cette solution-là dans un tableau de simplex. Qu'est-ce qu'on appelle déjà tableau de simplex? Sa forme. Et on va la présenter. Donc, on cherche une solution de base réalisable. Comment on cherche une solution de base réalisable? On commence par la forme canonique. On cherche la forme standard en ajoutant une variable d'écart pour chaque contrainte. Donc, on aura un nombre de variables d'écart égal au nombre de contraintes, puisqu'on a déjà commencé par une forme canonique. L'étape suivante, on va affecter, voilà, on va appeler les variables de décision des variables hors base et on va leur attribuer une valeur égale à 0. On va attribuer les valeurs du vecteur B au vecteur de base.
en respectant l'ordre, bien sûr. On va appeler la solution obtenue égale à 0 et on va passer à la présentation de ces informations-là dans un seul tableau qu'on va appeler un tableau de simplex. D'accord? D'accord, madame. La forme du tableau de simplex est la suivante. Vous devez respecter cette présentation-là. Suivez Aïch. Bon, vous avez l'enregistrement pour que vous puissiez poser des questions. Donc, généralement, on réserve cette case-là pour préciser le numéro du tableau. On est appelé à élaborer plusieurs tableaux de simplex, plus que deux de toute façon. Donc, ça, c'est le numéro du tableau. On va tracer ou on va élaborer le premier tableau. Donc, c'est le tableau numéro 1 tout simplement. Puis, on va placer les variables de décision dans un ordre bien déterminé. Je vous conseille de respecter l'ordre de la forme standard. Donc, on va appeler la première colonne X, Y, E1, E2, E3 et généralement, on adopte la notation variable de décision puis variable d'écart. Et on doit respecter cet ordre-là jusqu'à la fin de la résolution. Puis, on va placer les variables de base en ligne. Toutes les variables dans un ordre bien déterminé, en particulier variables de décision, variables d'écart en colonne. Les vecteurs de base dans l'ordre aussi, dans l'ordre de l'écriture de la forme standard, en ligne. Puis, on va placer la matrice A. 3, 2, 1, 0, 0. Et de même pour le reste des coefficients techniques. Le vecteur B. Comment on peut lire ces contraintes-là? Comme si j'ai quoi? 3x1 plus 2y, 3x, pardon, plus 2y, plus E1, plus 0, plus 0, égale à 1800. De même pour la troisième, par exemple, contrainte, 0 fois x1 plus 1 fois y plus 0 fois e1 plus 0 fois e2 plus 1 fois e3 égale à 600. Et c'est bien la troisième contrainte. D'accord? Dans la dernière ligne, on va placer le z. 30. Oui? Oui? Vous avez une question? Madame, on est en train de le faire, Yenéji. On est en train de le faire. Juste, je n'ai pas terminé le tableau. On est en train de placer la solution de base réalisable dans le tableau, justement. C'est l'objectif. Je continue. On va placer Z dans la dernière ligne. On va considérer l'équation suivante. 30x1 plus 50 x, je garde toujours la même notation du cours. 30x plus 50y plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3 égale à z. D'accord? D'accord. Mais il y a une notation particulière à considérer. Ce n'est cette notation-là. On va supposer pour cette dernière ligne en particulier que nous avons quoi? 30x plus 50y plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3 moins z égale à 0. C'est la même chose, mais ici on va trouver une valeur négative qui est égale à moins z. On a
comme si nous avons effectué une opération de soustraction pour que cette équation soit égale à 0. C'est la même chose, juste une autre écriture de la même équation. Donc, vous allez trouver une valeur négative par la suite. On n'a pas de problème parce que c'est 0. Si vous trouvez, par exemple, moins 500, c'est-à-dire que z égale à 500. Et c'est une notation adoptée pour dire que nous avons effectué l'opération 30x plus 50y moins z égale à 0. Juste entre parenthèses, parce que par la suite, on va trouver des valeurs négatives. D'accord? Donc, un petit rappel rapide. Variable de décision, variable d'écart dans les colonnes. Vecteur de base dans les lignes. Matrice A, vecteur B et fonction objectif avec la valeur initiale. Et on va appeler ce tableau le tableau de simplex associé à la solution de base réalisable initiale 0, 0, 1800, 400, 600. Pourquoi? Parce qu'on peut bien sûr lire les valeurs de E1, E2, E3 qui sont les variables de base à partir de la dernière colonne ici. Donc le passage entre cette écriture-là et le tableau, ou bien à partir du tableau, on va déduire la solution de base réalisable, vous devez être capable de le faire. Donc, le passage de la solution initiale obtenue à partir de la forme standard vers le tableau, ça y est, normalement, vous êtes capable de le faire. Maintenant, on va lire cette même solution-là à partir du tableau. Comment on va faire ça? On va lire les valeurs des variables de base à partir de la dernière colonne. Et toutes les variables qui n'appartiennent pas à la base, bien sûr la base c'est les vecteurs qui sont écrits en ligne, toutes les variables qui n'appartiennent pas à la base, on va les appeler des variables hors base et on va leur affecter ou la déduire que leur valeur est nulle. Donc, vous devez être capable de passer d'une solution vers le tableau et lire à partir d'un tableau la solution. D'accord? Bien sûr, la valeur de z est lue à partir de cette case-là qui est dans ce cas égale à 0. Donc, on va appeler ça un tableau de simplex associé à la solution de base réalisable x, y, E1, E2, E3 égale à 0, 0, 1800, 400, 600, lié à la base E1, E2, E3 obtenue à partir de cette colonne-là, de valeur z égale à 0. Donc, toutes ces informations-là sont écrites dans un même tableau et ce tableau, il est interprété par cette façon-là. Il faut préciser qu'il s'agit d'un tableau de simplex associé à une solution de base réalisable bien précise. Comment chercher les valeurs, comment affecter les valeurs aux vecteurs de cette solution-là. Les vecteurs de base ont des valeurs qui peuvent être déduites à partir de la dernière colonne B ici. Et tout ce qui n'est pas vecteur de base, c'est un vecteur hors base et il est forcément nul. Il a forcément une valeur nulle. La valeur de z est lue directement à partir de cette case-là. C'est clair? Oui, madame. D'accord. Donc, on a fini avec la quatrième étape qui est la présentation d'un tableau de simplex associé à cette première solution de base réalisable ou solution de base réalisable initiale. Maintenant, on va tester l'optimalité de cette solution-là. On va vérifier si la solution 0, 0, 1800, 400, 600 est optimale, c'est-à-dire elle maximise le z. Est-ce que z égale à 0 est la valeur maximale? C'est quoi ce test d'optimalité? S'il s'agit d'un problème de maximisation, comme c'est le cas pour nous dans cet exemple-là, on doit vérifier si dans la dernière ligne des coefficients de l'objectif, nous avons des coefficients positifs. Si, pour un problème de maximisation, j'ai toujours des coefficients positifs dans la dernière ligne des coefficients de la fonction objectif, on va dire que la solution n'est pas optimale. Si nous avons au moins
un coefficient strictement positif pour un problème de maximisation, on va dire que la solution n'est pas optimale. Donc, quand est-ce que la solution est optimale? Qui peut me répondre? Quand est-ce qu'on dit que cette solution est la solution optimale? Z égale à Z max. Oui, c'est ce qu'on cherche. On veut vérifier si la valeur de Z est bien la valeur de Z maximale. Le test d'optimalité, qu'est-ce que je dois avoir comme coefficient ici pour dire que la solution est optimale? Comment? Inférieur ou égal à 0. Des coefficients Négatif ou nul. Très bien. Des coefficients négatifs ou nuls. Dans ce cas, est-ce que la solution est optimale? Non. Non, parce que Non, nous optimal. avons... Oui, optimal. لا قلت non ماهيش Non, optimal. c'est pas optimal. Très bien. Donc, ici, la solution de base réalisable initiale n'est pas optimale parce que j'ai deux coefficients positifs, strictement positifs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer une itération. D'accord? D'accord. Effectuer une itération, c'est-à-dire tracer un deuxième tableau de simplex. C'est-à-dire quoi encore? On va garder obligatoirement le même ordre du premier tableau pour les noms des colonnes. X, Y, E1, E2, E3, obligatoirement. Et on va chercher la nouvelle base et les nouveaux coefficients techniques de ce tableau-là. La seule chose à garder pour le moment, on va voir qu'il y a quand même des choses à garder, mais pour le moment, la seule chose à garder, c'est les noms des colonnes dans l'ordre que nous avons déjà choisi ici. D'accord? Puis, on va appliquer ce qu'on appelle les critères de Dantzig. On va voir qu'est-ce qu'un critère de en fait, critère de Dantzig. Peu importe le nom, mais on va effectuer une itération basée sur 5 étapes. La première étape, en bleu ici, on va choisir la variable de base à introduire. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Il y a juste une explication de qu'est-ce qu'on va faire mathématiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ici? J'ai toujours des coefficients positifs. C'est-à-dire que si les coefficients positifs correspondent aux variables de base ou la variable hors base déjà? Hors base. Hors base, c'est-à-dire les variables qui ont des valeurs nulles. Oui ou non? Oui. Oui. Donc, si je reviens à la fonction objectif, ici, si par exemple, x sera égal à 1, est-ce que la valeur de z va augmenter? Oui. Bien sûr. Si je vais changer la valeur de x par n'importe quelle valeur, z sera strictement positif. Oui ou non? Toutes les variables sont supérieures ou égales à 0. Yeah. Mais si, comme, aussi, de même, je vais augmenter la valeur de y. Z aussi va augmenter. Comment je peux augmenter les valeurs de x ou de y? Comment on va faire? Il faut que ces deux variables-là, comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir changer les valeurs de x et y? Ils doivent, l'une de ces vecteurs-là doit être une variable de base. Nous avons dit que par définition, les variables de base sont nulles. Donc, tant que x, y sont deux variables hors base, je ne peux jamais leur affecter une valeur différente. Est-ce que c'est clair? Tant que x, y sont deux variables hors base, ils doivent obligatoirement avoir une valeur égale à 0. Vous êtes d'accord sur ça ou pas? Par définition.
par définition, deux variables hors base. C'est une variable nulle. Donc, pour pouvoir changer leur valeur, voilà l'une de ces valeurs-là, je dois faire entrer l'une de ces variables-là dans la base pour pouvoir lui affecter une valeur strictement positive. D'accord? Est-ce que je peux garder E1, E2, E3 et ajouter une quatrième variable? Donc, la base doit avoir une dimension exactement égale au nombre de contraintes. Pour NG, 3 contraintes. Donc, la base doit être de dimension 3. Si je vais faire entrer X, par exemple, dans la base, je dois faire sortir un des vecteurs de base pour devenir un vecteur hors base. C'est l'itération que je vais faire. Je vais donc changer la base. Je vais chercher une nouvelle base en faisant quoi? En faisant entrer ou bien X ou bien Y dans la base. Et on va voir comment on va choisir X ou Y. Puis, on va choisir aussi qu'est-ce que X, par exemple, un colo, on va introduire X. On va introduire, on va introduire, pardon. مدام صوتي قصير مدام. Pardon, عندي شكون دخل البيو, je m'excuse. Donc, on va introduire, par exemple, le X dans la base. Donc, X va remplacer l'un de ces vecteurs-là. D'accord? Ce qu'on va faire, on va voir comment on va choisir est-ce qu'on va introduire X ou Y. Et ce vecteur qu'on va appeler vecteur entrant, qui est X ou Y dans notre cas, il va remplacer quel vecteur de base? Pour garder toujours une dimension de la base exactement égale au nombre de contraintes. D'accord? C'est ça l'itération en fait. Une fois que nous avons changé la base, tous les coefficients doivent être mis à jour, bien sûr. Tous les coefficients doivent être mis à jour. C'est ce qu'on appelle itération. Pour augmenter la valeur de Z, parce que dans notre cas, nous avons un problème de maximisation. Donc, le test d'optimalité qui dit que je dois vérifier si j'ai au moins un coefficient strictement positif, c'est justement parce que les coefficients existent, ils sont relatifs aux variables de décision et donc pour pouvoir changer les valeurs nulles des variables de décision, je dois les introduire dans la base. On doit sélectionner un vecteur de base qu'on va appeler vecteur entrant qui va remplacer un vecteur hors base que je vais appeler vecteur entrant qui va remplacer un des vecteurs de base que je vais appeler vecteur sortant. Donc, le vecteur sortant sera ou bien E1, ou bien E2, ou bien E3. On va voir comment on va choisir ce vecteur-là. Par la suite, on va déterminer, il y a un certain nombre de calculs à effectuer pour déterminer les nouveaux coefficients techniques, les nouvelles valeurs des coefficients techniques, bien sûr, déterminer la nouvelle base. D'accord? Les coefficients dans l'objectif des variables de base sont toujours nuls. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher ou choisir une variable à introduire dans la base parmi les variables hors base. On va par la suite choisir un vecteur qui va être remplacé par ce vecteur entrant, puis calculer, comme je vous les étapes 3, 4, 5, c'est calculer les coefficients techniques du nouveau tableau de simplex. D'accord? Pourquoi on va introduire un seul vecteur? Est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'on a résolu graphiquement les problèmes de variables, on a dit qu'on peut tester l'optimalité point par point, par les points extrêmes. C'est ce qu'on va faire. Lorsqu'on va modifier un seul vecteur, c'est comme si l'algorithme de simplex va se déplacer d'un point extrême vers un autre dans le domaine réalisable qu'il a déjà défini par l'algorithme lui-même. D'accord? Donc,
Ce qui est à retenir pour le moment, nous avons testé l'optimalité. Nous avons trouvé que la solution n'est pas optimale parce que j'ai des coefficients strictement positifs. Je vais effectuer une itération qui revient à chercher une nouvelle base, c'est-à-dire faire entrer l'un des vecteurs hors base qui va remplacer l'un des vecteurs de base selon des critères de Litsing qu'on va voir tout de suite, puis calculer les coefficients, les nouveaux coefficients du deuxième tableau de simplex. D'accord? D'accord? C'est ça l'itération. Je passe? Oui, madame. D'accord. Donc, on va commencer par ces deux étapes, bleu puis vert. Donc, la première étape bleu, on va choisir combien de possibilités pour les vecteurs entrants ici? Une possibilité, Andy. 2. C'est-à-dire, je vais entrer ou bien le vecteur x ou bien le vecteur y dans la base. Comment je vais choisir? Je vais sélectionner le vecteur qui a le coefficient le plus positif. Donc, choisir la variable à introduire dans la base en considérant la variable qui a le coefficient le plus positif. Dans notre cas, je vais faire entrer le vecteur y dans la base. Je vais appeler ce vecteur y un vecteur entrant ou variable entrante, bien sûr. Vecteur y va remplacer l'un des vecteurs E1, E2, E3. C'est-à-dire, la nouvelle base sera ou bien y E1, ou bien y E2, E3, ou bien E1, E3, ou bien E1, E2, Y. D'accord? Tu vois? On va faire, on va chercher le vecteur sortant. Y, c'est le vecteur entrant dans la base et je vais chercher le on va calculer مدام سوري قص مدام بالله صوت قص مدام. les valeurs. مدام Oui. الصوت قص تنجم تعاود لنا ما صوت قص. منين قص الصوت؟ est-ce que c'est الكونيكسيون تاعك. كونيكسيون. connexion تاع esprit. OK. مدام من قبيله يقص ديجا صوت. ايش بكم ما قلتوش من قبيله يقص الصوت؟ مش قلت لكم سي ان بروبليم قولوا لي. فينا جيبوا قلت لك مدام لو قص الصوت عادي على روحك تو. كما؟ برشا مرات ولا ذكري قالوا مش ما قلتوش من الاول برشا مرات الاولاد هكا توا تيما من الاول قلت لكم سي ان بروبليم قولوا. اما بكري قص يا مدام بكري كان يطلق معقول معناتها نجم نفهم. برشا ايه خاطر si vous n'êtes pas en train de خاطر كيف انتم ما تسمعوش l'enregistrement ما فماش. Donc je suis en train de quoi يعني s'il y a une coupure نتاع الصوت كلكم من الاول. Dites tout de suite lorsqu'il y a un problème de son, s'il vous plaît. تسمعوا فيها؟ ديجا مدام كان قاص. كان قاص. توا تسمعوا فيها حطيت 4G. اسكو توا تسمعوا فيها؟ من أول ما يقص vous me dites s'il vous plaît. OK madame. C'était clair jusque-là, vecteur sortant? Oui madame. احنا باش نختاروا اكثر واحد بوزيتيف وبعديك ما نعرفش شنو نقول. تعاود لنا من وقتها. On va le vecteur y va remplacer l'un des vecteurs de base. Ce premier critère, ce que nous avons fait en bleu ici, ça s'appelle le premier critère de Dantzig.
Deuxième critère de Dantzig, on va déterminer le vecteur Y va remplacer quel vecteur de base. Comment on va faire ça? On va calculer pour chaque ligne la valeur BI sur AIE, AI2 dans notre cas, donc la deuxième colonne. Donc, on va calculer 1800 sur 2, théoriquement 400 sur 0 et 600 sur 1. Et on va considérer uniquement les coefficients de la colonne entrante, de la colonne qui correspond à la variable entrante. On va considérer uniquement les coefficients strictement positifs. C'est-à-dire, si j'ai un des coefficients inférieur ou égal à 0, je ne vais pas calculer ce coefficient-là. Je ne vais pas le considérer. C'est comme si ce vecteur-là n'existe pas. Donc, pour moi, je vais calculer, pour le cas de Y ici, je vais calculer 1800 sur 2 et 600 sur 1. Et je vais retenir la valeur la plus faible, le résultat le plus faible. D'accord? Donc, sélectionner le vecteur entrant, puis calculer pour chaque vecteur de base la valeur BI sur le coefficient de Y, l'intersection entre Y et le vecteur correspondant. Et on ne va considérer que les coefficients strictement positifs. D'accord? On va retenir la valeur la plus faible, le vecteur correspondant à cette valeur la plus petite, positive et la plus petite, on va l'appeler le vecteur sortant et il va être remplacé par le vecteur entrant Y. Est-ce que ces deux étapes sont claires? Oui, madame. D'accord? Oui, Donc, madame. la nouvelle base sera quoi? La nouvelle base sera quoi? E1, E2, Y. Très bien. La nouvelle base sera E1, E2, Y. Et on doit respecter l'ordre. C'est-à-dire, Y va remplacer E3 dans la troisième position obligatoirement. On doit respecter l'ordre que nous avons déjà défini pour la base. D'accord? Oui. D'accord. الصوت واضح؟ Oui, madame. Oui, madame. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déterminer les coefficients de cette matrice-là. Comment on va faire? La première chose, on va appeler élément pivot l'intersection entre... Non, attendez, juste, j'ai oublié une définition. Donc, on a Y, c'est le vecteur entrant. E3, c'est le vecteur sortant. Je vais appeler aussi la colonne du vecteur entrant une colonne pivot. Et la ligne du vecteur sortant, une ligne pivot. L'intersection entre colonne pivot et ligne pivot, je vais l'appeler élément pivot, tout simplement. Dans notre cas, l'élément pivot, c'est 1. Vecteur entrant, c'est la colonne pivot. Ligne sortante, vecteur sortant forme la ligne pivot. L'intersection entre ligne pivot et colonne pivot, je vais l'appeler élément pivot ou pivot tout court. D'accord? La première étape de calcul, on va considérer la ligne, la nouvelle variable entrante, et on va diviser la ligne pivot par l'élément pivot. C'est-à-dire, on va faire quoi? On va calculer les coefficients AIJ, BI et CJ à partir des coefficients du premier tableau. On est d'accord sur ça? On va calculer tous les coefficients à partir de ce tableau-là. Comment on va procéder? Il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est de diviser la ligne entrante
par l'élément pivot. Ici, on n'a rien à diviser puisque l'élément pivot est égal à 1. Si c'était par exemple égal à 2, la ligne sera 0, 1 demi, 0, 0, 1 demi et 300. Dans notre cas, le pivot est égal à 1, donc la ligne sera tout simplement copiée pour... مدام Oui, مش نورمالمون بيفو يقعد هو بيدو هذا باش تقسموا على روحه هو je فهمتكم معناها normalement. البيفو ما انت تو خاطر هوني اما قلت يولي هو 2 Et si c'était 2, je vais باش diviser تقسموا على 2 2 par دونك 2. باش يولي 1 دونك باش Oui, باش ديما يولي 1. 1 Oui, باش يولي 1 انا شقول. انت قلت باش يولي 1 دومي لهنا ليه ما خاطر انا بدلت واحد ليه باش يكون 2 ça va être 2 sur 2 le pivot je vais le diviser par lui-même معناتها il va toujours égal à 1 oui d'accord Oui, donc madame. si le pivot était 2 la ligne sera tu as raison Mohamed la ligne sera 0 1 0 0 1 demi je vais diviser 2 par 2 tu as raison d'accord. Dans notre cas, je vais diviser 1 par 1. Donc, je vais avoir cette ligne-là. Donc, la première étape, c'est de diviser la ligne pivot par l'élément pivot, même pour le B. Hein, même pour le B. Je passe. Oui, oui, madame. C'est quoi les nouvelles valeurs des vecteurs de base? Est-ce que E1, E2 vont changer les vecteurs? Non. Non, parce qu'ils étaient des vecteurs de base et ils restent des vecteurs de base. Donc, je vais garder les valeurs des colonnes E1, E2. C'est toujours des vecteurs de base. Dans le premier tableau des vecteurs de base, ils étaient des vecteurs de base et ils restent des vecteurs de base. Donc, on va garder les valeurs des deux colonnes des colonnes qui ont déjà été des vecteurs de base. D'accord? Et on va transformer le tableau pour faire quoi, à votre avis? La base que je dois avoir, elle est de dimension combien? La base. 3. De dimension 3. Donc, je connais le troisième vecteur de base que je dois définir. Y. Je peux avoir combien de la valeur de A12 ici? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 et 0 pour ces deux aussi, d'accord? Donc, toutes les transformations qu'on va faire, c'est justement pour avoir des 0 0 0 ici. Et les autres coefficients doivent suivre. Comment on va faire? On va poser AIJ, petit AIJ, les noms des coefficients techniques du tableau 1. Donc, par exemple, A11 égale à 3 et A22 égale à 0, par exemple. Juste une notation pour définir l'équation de calcul. D'accord? Le pivot, c'est ASE pour dire vecteur ligne sortante, colonne entrante. On va appeler tout simplement le pivot A sortant entrant. D'accord? Donc, grand AIJ, c'est le nouveau tableau. Petit AIJ, c'est l'ancien tableau. Le coefficient de la ligne I et colonne pivot, on va la noter AIP. Par exemple, A4P est égal à 50. P, c'est le pivot ici. A1P est égal à 2. D'accord? C'est-à-dire que la notation concerne aussi les coefficients de l'objectif et les B. On va calculer de la même manière avec la même équation. De même pour la ligne, pour la colonne J, si on va considérer la ligne pivot, par exemple, A, P, pivot 5,
1, 2, 3, 4, 5 est égal à 1. D'accord? On va utiliser cette notation-là pour calculer les coefficients de l'élément pivot. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette notation? Est-ce que vous avez compris cette notation-là? Oui, madame. D'accord. On va utiliser, en adoptant cette notation de petit a pour l'ancien tableau et grand A pour le petit tableau, grand A IJ, c'est-à-dire la nouvelle valeur de la coefficient, est égale à l'ancienne valeur dans le tableau précédent, moins A sortant J, ou le pivot J, fois AIE sur le pivot. Je m'explique. On prend par exemple, on va calculer la valeur grand A à 1, 5. Et on va appliquer cette équation-là pour ça. J'ai marqué ici le vecteur entrant, le vecteur sortant, et on va repérer le reste des coefficients. Comment on va procéder? On cherche la valeur grand A 1, 5. Donc, elle sera calculée à partir de la valeur petit a 1, 5. Vous suivez? La valeur de grand A 1, 5 va être calculée à partir de la valeur petit a 5, c'est-à-dire la même position dans le tableau I-1, dans le tableau précédent. L'ASJ ou l'AIE, en fait, ce sont les projections de cette valeur-là, respectivement, sur la ligne sortante et la colonne entrante. D'accord? Les canaux ASJ, AIE. ASJ, c'est la projection sur la ligne sortante, la projection de la même position sur la ligne sortante et la projection sur le vecteur, sur la colonne entrante. Chauffons les couleurs ici, on va calculer la valeur de A15 qui sera égale à l'ancienne valeur de la même position, petit a15, moins 2 fois 1 sur 1. L'ancienne valeur moins la projection sur la colonne entrante fois la projection sur la ligne sortante divisé par le pivot. Moins 2. Oui. Égal à moins 2. Une dernière fois, l'équation est la suivante. Pour l'exemple A15, par exemple, la nouvelle valeur de grand A15 va être calculée à partir de l'ancienne valeur du tableau précédent, petit a15. On va projeter la position 1, 5 sur la colonne entrante et la ligne sortante. Et on va appliquer l'équation comme suit. 0 Madame, moins 2 fois 1 divisé par le pivot. Je termine la phrase, on va te poser la question. Oui, d'accord, désolé. Oui, تفضل. Juste, هذه applicable على les éléments كل sans exception. Tous les coefficients sont calculés de cette façon-là. Je vais vous présenter un autre exemple tout à l'heure. Même la valeur de Z d'ailleurs. Même la valeur de Z, elle est calculée de cette manière-là. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cet exemple-là? Est-ce que l'algorithme est clair pour cet exemple-là? Oui, madame. D'accord. Égal à moins 2, bien sûr. On va appliquer la même équation pour chercher tous les coefficients, y compris la nouvelle valeur de Z, les nouveaux coefficients de l'objectif, bien sûr à part 0, 0, 0 ici, et les BI. Par exemple, qui a posé la question? C'est applicable pour toutes les questions. Je connais les questions. Mohamed Ali. Mohamed Ali, est-ce que tu peux
Est-ce que tu peux me dire comment on va calculer la valeur de Z ici? Z En appliquant la même équation, c'est-à-dire tu vas projeter Z دونك باش نبروجيتيو على البي 1 اللي هي 1800 هنا 1800, tu es sûr? اي ما هو بروجيتيو على On va projeter sur le vecteur entrant et le vecteur sortant. Donc, je vais projeter 0 sur quoi? 600 et 50, désolé. 600. Très bien, 600. Donc, il faut faire attention. Tout à l'heure, le vecteur sortant était au-dessous. Mais peu importe, au-dessous, au-dessus, à droite, à gauche, peu importe. L'essentiel, vous projetez sur le vecteur sortant, donc 600, et sur la colonne entrante, 50. Donc, l'équation sera quoi? 0 égale 0 moins 600 fois 50 sur 1. Très bien. Égal à moins 30 000. C'est la nouvelle valeur de Z. D'accord? Voilà. Donc, nous aurons ces coefficients-là. Si vous appliquez cette équation-là sur tous les coefficients, vous allez avoir ces valeurs-là. Vous pouvez vérifier chez vous. D'accord? Donc, est-ce qu'on a une base ici? Est-ce que la base est bien définie? Oui. Allez, la base est bien définie. Y, E1, E2 forment une matrice identité. Les colonnes sont linéairement indépendantes, donc je peux les déplacer. L'essentiel que sur le diagonal, on dit D1 et le reste des coefficients est nul. Donc, Y, E1, plutôt E1, E2, Y forment une matrice identité. Vous êtes d'accord sur ça? Qui n'est pas d'accord? Smofia. Oui, madame Asma. Il me dit rouge, vous êtes d'accord ou alors vous n'êtes pas d'accord? Ah, d'accord. D'accord. Les coefficients des vecteurs de base dans l'objectif sont nuls aussi. D'accord? Donc, on a terminé. Si vous appliquez ces étapes-là, vous allez avoir le deuxième tableau de simplex avec tous les coefficients calculés avec la nouvelle base E1, E2, Y. Et une fois nous avons déterminé les nouveaux coefficients, on n'a plus besoin du premier tableau. On ne va plus parler de ce premier tableau-là. Donc, le tableau I plus 1, une fois défini, va éliminer le tableau I. Carrément. J'oublie complètement le tableau précédent. D'accord? Et on va garder ce deuxième tableau. Ce tableau correspond à une solution de base réalisable. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui? L'itération, ça revient à quoi? À chercher une autre solution de base réalisable meilleure que la solution du premier tableau. Pourquoi meilleure? On a déjà fait entrer dans la base un vecteur qui va augmenter la valeur de Z. Donc, s'il y aura une solution optimale, ça va être obligatoirement meilleur que la solution du premier tableau. D'accord? C'est quoi la solution, c'est quoi la valeur de Z et la base. C'est le tableau de simplex associé à la solution de valeur Z. Comment on peut décrire. On peut déduire à partir du tableau la solution. C'est quoi la solution dans ce cas? C'est le tableau de simplex associé à la solution de base réalisable. On va écrire un peu. Je connais pas l'IA. Hey, madame, c'était fois x égale. X égale, Y égale. Donc, je vais c'est. Ayat, تفكروا؟ C'est Ayat, le tableau de simplex, hein? Relatif à quelle solution? À
la solution de base réalisable d'IMA. X, X, Y, Y, E1, E2, E3. c'est toujours, on doit garder la même notation. Initial. E1, E2, comment? Est-ce que vous avez une remarque? Non, madame. Égal à Le 3. tableau initial, madame. C'est pas initial, Atawa, c'est la deuxième solution. La solution initiale, c'est la solution que nous avons cherchée, tout simplement. Tawa, ce n'est pas une solution initiale, c'est une nouvelle solution. D'accord? Donc, c'est le tableau de simplex relatif à la solution de base réalisable XY, E1, E2, E3. X égale à combien? X égale à 0, Y égale à 600, égale à 0, E1. E1 égale à 600. Très bien. E2. E2 égale à 400. OK. Y E3. égale à 600. E3 égale à... Excuse. E3 égale à 0. Égal à 0 parce que c'est un vecteur hors base. Sinon, Y. X, Y égale à Hatine. Y égale à 600. X, Y, E1 égale à combien? E1. E1 égale E1, 600. E1, 600. 0, 600, 600, 400, 0, madame. باهي سامحني عطلتك hein? Donc c'est la solution de base réalisable, c'est le tableau de simplex associé à la solution 0, 600, 600, 400, 0. Les variables hors base sont toujours nulles et les variables de base, on les lit à partir du second membre ici. D'accord? Associé à quelle base? Associé E1, E2, Y. à la solution est associée à la base. La base, l'ordre, on peut le changer. E1, E2. E2, Y. Très bien. Deux valeurs. Les analyses de la valeur de Z. Deux valeurs. Z égale à moins 30 000. Moins 38. 30 000. Égal à 30 000. Ouais. Moins 30 000. Égal à 30 000. Voilà, très bien. D'accord? Donc, c'est le tableau de simplex associé à la solution de base réalisable X, Y, E1, E2, E3 avec X vecteur hors base nul, E1 égale à 600, E2 égale à 400, E3 hors base nul, deux valeurs, Z égale à 30 000 et la base c'est E1, E2, Y. D'accord? Est-ce que cette solution est optimale? Non, 30. Très bien, pourquoi? Strictement positif, 30. Parce que, je elle est strictement positif, le 1 ici, le 30. On a 30, on dit un coefficient strictement positif dans les coefficients de la fonction objective. Donc, cette solution n'est pas optimale. C'est-à-dire quoi n'est pas optimale? C'est-à-dire que je peux trouver un Z meilleur que 30 000. En faisant quoi? Une itération qui revient à faire. Voilà, un troisième tableau de simplex. Pour faire quoi? ندخلوا الإكس تابعين les variables de base. Très bien. Pour faire entrer le vecteur X, on n'a pas le choix, on a une seule valeur strictement positive. Pour faire entrer le vecteur X dans la base, appliquer le deuxième critère de Dantzig pour voir X, il va remplacer quoi? Est-ce qu'il va remplacer E1, E2 ou même Y? Il peut remplacer Y, on ne sait pas. Puis, recalculer les coefficients du troisième tableau de simplex. La solution donc n'est pas optimale parce que j'ai ce trompe-là et on va effectuer une troisième itération. C'est-à-dire,
variable entrante, chercher la variable sortante par le rapport second membre sur coefficient de variable choisie, puis calculer les coefficients. Atteignez le vecteur sortant. Le vecteur entrant, c'est x. Donc, c'est la colonne entrante. Oui ou non? Qui n'est pas d'accord sur le A, madame. Qui fait sur le 1? Qu'est-ce que le deuxième critère de Danzig, on va calculer quoi? ما قلنا 600 نقسمها على 3. 600 sur 3 et 400 sur 1 ou 600 sur 0, on va le considérer que c'est 0. Donc, est-ce que 200 est inférieur à 400? Oui, donc x va remplacer E1. Et la nouvelle base sera x E1, E2. X E1, Y, pardon. D'accord? Qui n'est pas d'accord? D'accord, c'est clair. Est-ce qu'on le fait maintenant? علاش خذينا مدام عاود لي بربي. علاش خذينا est-ce que tu es d'accord sur le choix de X déjà? Oui, madame. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur, cette colonne-là, sur le vecteur entrant. Coefficient par coefficient. Donc, on va calculer 600 sur 3, 400 sur 1 en ne considérant que les valeurs des coefficients ici techniques strictement positifs. Donc, on ne va pas considérer le Y. Maintenant, X ne peut remplacer que E1 ou E2. On va calculer 600 sur 3 et 400 sur 1 et on va sélectionner le vecteur qui correspond à la valeur la plus petite, qui est dans notre cas 200. Donc, X va remplacer E1. D'accord? Ok, madame Brikel. Oui. Puis, on va faire quoi? On va calculer les coefficients. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de diviser. Très bien. Par l'élément. Pas l'élément. Sur 3, Sur 3. Donc, on va avoir les coefficients 1, 0, 1 tiers, 0, moins 1 tiers et 200. Il faut faire attention. On a l'ancienne valeur de B. On ne va pas considérer les calculs. Donc, le pivot sera 1, 0, 1 tiers, 0, moins 2 tiers et 200. Puis, on va garder E2, Y1. On va garder E2, Y1. On va garder E2, Y comme deux vecteurs de base. Puis, on va effectuer les calculs pour rendre la colonne X égale à combien? 1, 0, 0, 0. D'accord? En appliquant la formule et ces deux formules-là. D'accord? Et on va obtenir ce résultat. Vous pouvez vérifier chez vous et samedi, on va discuter de ça, si vous voulez. D'accord? Traduis comment on calcule la valeur de Z. Juste la valeur de Z. La nouvelle valeur de Z ici. Comment on va la calculer? Je crois que on a compris. Moins 30 000, madame. Hein? 100 Moins fois 30 000. 30. Moins 30. Ouais. Fois 30. Fois 3. Pas 3 sur 3. Sur 3. Voilà. Donc, moins 3 000, moins. Là, 30 000, moins 30 000, moins 30 fois 600 sur 3. D'accord? Ouais. On va avoir 36 000. D'accord? On n'a plus besoin du tableau 2, on garde le tableau 3. Est-ce que cette solution est optimale? Oui. Oui. La solution est optimale. Pourquoi?
كلهم inférieur ou égal à 0 les valeurs Inférieur les coefficients à la zéro. Tous les coefficients de la dernière ligne ici sont inférieurs ou égaux à 0. Donc, la solution est bien optimale et on atteint ce qu'on appelle la condition d'arrêt. Donc, on peut lire à partir de ce tableau 3 la solution optimale, qui est égale à combien? C'est le tableau de simplex associé à la solution x, y, E1, E2, E3 égale x 200 200, y 600 600, E1 0 0, 2 200 200 والإثر 0 0, deux valeurs z égale moins 36 000 36 000 associées à la base x, E2, y et c'est la solution optimale. D'accord? On note par x étoile la solution optimale, solution de base réalisable optimale par SBR étoile, x étoile égale à 200, y étoile égale à 600. La valeur de z étoile, c'est bien 36 000. D'accord? Oui, madame. Oui, madame. Une dernière remarque sur la résolution, puis on va passer à quelques cas particuliers de la résolution. Si je vous pose la question, est-ce que cette solution est unique ou pas? Bien sûr, vous ne pouvez pas répondre, vous n'avez pas la réponse. Je vais vous dire, il y a un test, un petit test qui me confirme si cette solution 200, 600, 0, 200, 0, bon, est-ce que 200, 600, c'est l'unique solution qui vérifie z égale à 36 000? On va vérifier le nombre de zéros à l'optimum. Le nombre de zéros dans le coefficient de l'objectif à l'optimum. Si le nombre de zéros est exactement égal à la dimension du vecteur de base, la solution est unique. Dans ce cas, la dimension de la base égale à combien? 3. J'ai 3 zéros. Donc, cette solution est unique. Plutôt, cette solution est unique. Si, par exemple, ce 10 était 0, imaginez que ce 10 était un 0. Donc, j'ai 4 zéros à l'optimum et une base de dimension 3. Donc, il y a une deuxième solution, c'est-à-dire de nouvelles valeurs de x et y pour lesquelles j'ai z égale à 36 000. Donc, le test de l'unicité de la solution, c'est la vérification à l'optimum si le nombre de zéros des coefficients de la dernière ligne ici est égal ou strictement supérieur à la dimension de la base, donc au nombre de contraintes. On va revenir à ça sur un exemple pour la séance prochaine. Mais ce qui est à retenir, l'unicité de la solution uniquement à l'optimum, hein, dans le tableau optimal de simplex, si le nombre de zéros est exactement, de zéros dans la dernière ligne est exactement égal à la dimension de la base, c'est-à-dire au nombre de contraintes, on dit que la solution est unique. Donc, dans ce cas, si je vous pose la question, est-ce que cette solution 200, 600 est unique ou pas? La réponse est oui, parce que le nombre de zéros dans la dernière ligne est exactement égal à la dimension de la base. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Oui, mais la première partie, vous arrivez à la suivre. Hein? La première partie, vous arrivez à suivre quand même. Voilà. Oui, pour moi, oui. Déjà, quand toi, tu de toute façon, on a un autre enregistrement. عاود لي سامحني. لا المهم فهمت ما قلتش انا وين نحكي وحدي ما فهمش enregistrement خاطر j'étais un peu déçue quand même. حاجة أخرى, on va continuer une petite partie sur les cas particuliers. Donc, je m'attendais pour cette classe en particulier, nous vous posez la question. Par exemple, je reviens ici. Par exemple, si j'avais 30, comment choisir entre deux valeurs égales?
Pour X, c'est 30 et pour E3, c'est 30 aussi. Comment on choisit? Est-ce qu'on va faire entrer X ou E3? De même, pour les critères sortants, si je calcule le critère de Dantzig, deuxième critère, je trouve ici 200 et ici 200. Comment je vais choisir le vecteur sortant? Hein? Il y a des règles à appliquer, des cas particuliers, et ça met des cas particuliers pour la résolution de l'algorithme de simplex tabulaire. D'accord? Ces cas particuliers sont en nombre de 4 cas particuliers. Je vais les citer rapidement, juste pour garder l'enregistrement. Alors, le premier cas, si nous avons, comme je vous ai dit, des coefficients égaux pour choisir le vecteur entrant. Donc, l'année, la solution n'est pas optimale parce que c'est une maximisation et j'ai deux coefficients strictement positifs. Donc, j'ai le choix. Est-ce que je vais faire entrer x1 ou x2? C'est ce que nous avons appelé le premier critère de Dantzig, c'est-à-dire choisir la variable entrante. Comment je vais choisir? Si nous avons des comarginal, on va revenir à cette notation en FTP, ça s'appelle un comarginal, mais peu importe, c'est les coefficients de la fonction objectif. Donc, est-ce que je vais faire entrer x1 ou la x2? Comment je vais choisir? Il y a une méthode de choix. On va considérer séparément les deux possibilités. Donc, je vais voir qu'est-ce qui se passe si je vais faire entrer x1 dans la base et qu'est-ce qui se passe si je vais faire entrer x2 dans la base. C'est-à-dire, je vais séparer les deux possibilités uniquement pour la première étape. Hein. Donc, puis, appliquer le deuxième critère de Dantzig, c'est-à-dire, si je fais entrer x1 dans la base, je vais faire sortir quel vecteur? Si je vais faire entrer x2 dans la base, je vais faire sortir quel vecteur? Et puis, on va effectuer un choix sur le ratio technique. Je m'explique. Si je fais faire entrer x1 dans la base, c'est-à-dire x1 va remplacer ou bien E1 ou bien E2, comment je vais décider? Je vais calculer ce ratio-là. Je vais calculer 7 sur 1 et 9 sur 2. 4,5 inférieur à 7. Donc, le vecteur sortant sera E2 avec un ratio technique égal à 4,5. C'est-à-dire si je choisis x1. Si je choisis x2 maintenant, je vais calculer 7 sur 1 et 9 sur 1. Donc, c'est E1 qui va sortir avec un ratio technique égal à 7. Je vais comparer les deux ratios techniques, 4,5 et 7, et je vais sélectionner la possibilité qui me donne le ratio le plus petit. Dans notre cas, je vais choisir le plus grand, pardon, le ratio le plus grand. Je vais choisir la possibilité qui me donne le ratio technique le plus grand, qui est, dans ce cas, la deuxième possibilité. Donc, je vais choisir de faire entrer x2 dans la base. D'accord? Donc, si j'ai une égalité, comment je vais choisir? Je vais séparer les deux possibilités. Je vais supposer que je vais faire entrer x1 dans la base, calculer le ratio technique et sélectionner le vecteur sortant. Pour le premier cas, ça sera E2 avec un ratio 4,5. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire x2 dans la base, ça sera E1 avec un ratio égal à 7. Et je vais sélectionner la deuxième possibilité parce que la règle me dit que je dois min au max. Je pense que c'est le min. Le ratio technique le plus petit, hein, ce n'est pas le plus grand, le plus petit. Je vais corriger le cours, mais ce sera le ratio technique le plus petit. Hein. On va choisir la première possibilité. Je vais revenir à ça et je vais corriger le cours. Je vais corriger l'énoncé du cours. Le ratio le plus petit. Et je vais revenir à ça à la prochaine séance et je vais corriger le cours aussi. D'accord? Je vais corriger ce qui est écrit, je veux dire. Et pour le deuxième choix, est-ce qu'on a deux possibilités pour le vecteur sortant, pour le vecteur entrant? Non. Est-ce qu'on a deux possibilités pour... Non, on a une seule possibilité qui est le vecteur X. Le ratio X1. Oui.
Le vecteur, allez, x1, 8, elle est supérieure à 5, tout simplement. Le ratio technique ici, il est égal à combien? Égal à 7 sur combien? 7 sur 1 et l'autre 14 sur 2. Voilà. Et je vais choisir le ratio technique le plus petit. On a un des deux ratios techniques égaux. Donc, comment je vais choisir? Kif kif. Sinon, le vecteur sortant que je vais choisir. Comment on va procéder? Kif kif. On va calculer pour chaque cas la somme des coefficients techniques du pivot. La somme des coefficients techniques du pivot, diviser cette somme-là par l'élément pivot. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer qu'on va faire sortir E1. Donc, X1 va remplacer E1. Donc, si le vecteur sortant sera E1, encore. Ça va? Vous arrivez à m'entendre? D'accord. Oui, madame. Donc, je vais... encore, Hatatawa. On va sélectionner le vecteur. Mais je vais arrêter. Donc, je vais faire la séance présentielle. Oui. Normalement, le problème est madame. Je pense qu'il y a le 4G, mais on dit je problème. Le 4G. Je continue ou là je vais? Oui, ça va. D'accord. Oui. Donc, je continue. Je continue le cours? Alors, donc, je rappelle, nous avons trouvé deux ratios techniques égaux, donc je vais choisir, est-ce que X1 va remplacer E1 ou X1 va remplacer E2. Comment on va faire? On va considérer les deux possibilités. Si E1 va remplacer, si X1 va remplacer E1, on va tout simplement calculer la somme des coefficients techniques, c'est-à-dire 1, 1, plus 1, plus 1, plus 0. Et on va diviser cette somme-là par le pivot 1. On va trouver 3. On va faire la même chose si je décide de faire sortir le vecteur E2, c'est-à-dire X1 va remplacer E2. La somme, c'est 2 plus 1 plus 0 plus 1 divisé par 2 et ce sera égal à 2. On va comparer ces deux valeurs-là, 3 et 2, et on va considérer la possibilité qui me donne la valeur la plus grande de la somme des coefficients divisé par le pivot. D'accord? Tout à l'heure, la valeur la plus grande, elle doit être la plus petite. J'ai fait du copier-coller maintenant, juste pour écriture. Donc, vous revenez le cours et je vais revenir la prochaine séance pour expliquer comment, réexpliquer comment choisir. Juste, c'est une faute de copier-coller. Hein, je vais corriger tout de suite. Est-ce que c'est clair ici? Non. Katlina? Oui, madame, ما فهمتش. ما فهمتش comment. مادام عليها ناخذ توكي ال A معها البيفو. مش ناخذوا وي ناخذوا ال E1 وي نعاودها ما يصيرش. La plus petite. Vous voulez que je répète ولا؟ أي مدام. Oui. Alors. أي مدام. Est-ce que le problème كانت الكونيكسيون كانت باهية أنت اللي عندك مشكلة إيه؟ اللي عندي أنا هذيك علاش. D'accord, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Alors, est-ce que le problème est clair déjà? Le problème est clair. L'état est clair. أما بعد شنو صار ما فهمتش. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir ou bien X1 va remplacer E1 ou bien X1 va remplacer E2. On va voir qu'est-ce qui se passe dans les deux cas. Donc, la première possibilité, X1
va remplacer E1. La deuxième possibilité, X1 va remplacer E2. Si, donc X1 va remplacer E1 dans la première possibilité, X1 va remplacer E2 dans la deuxième possibilité. Si X1 va remplacer E1, la règle me dit que je dois calculer la somme des coefficients correspondant à la ligne sortante, c'est-à-dire dans le premier cas ici, la ligne sortante c'est E1. Je vais calculer la somme des coefficients techniques, 1 plus 1 plus 1 plus 0, et diviser cette somme-là par le pivot, qui est égal à 1. Je vais trouver 3. D'accord? Si je décide que X1 va remplacer E2, je vais aussi calculer une somme S2 égale à la somme des coefficients techniques qui sont dans le deuxième cas, dans la deuxième possibilité, 2 plus 1 plus 0 plus 1 égale à 4. Je vais diviser ce 4-là par l'élément pivot qui est égal à 2. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. B. Je vais comparer 3 à 2 et je vais sélectionner la possibilité qui me donne la valeur la plus grande de la somme des coefficients, la somme des coefficients techniques divisée par le pivot correspondant. Dans notre cas, 3 est supérieur à 2, donc je vais supposer, ou je vais considérer la possibilité où X1 va remplacer E1. D'accord? Oui. Mohamed Ali, c'est bon? Oui, c'est bon, madame, merci. Oui. Troisième cas, c'est ce qu'on appelle une solution infinie. C'est-à-dire, est-ce que la solution est optimale? Non, oui, Non. Non, on a deux. On a deux. لا madame, le coefficient de اي خاطر اور باز هنا فما une question اللي normalement vous la posez. انا قلت لك est-ce que c'est optimal ou pas وانت قلت لي لا parce que شنو هي parce que خاطر ال اللي هي اور باز مازال بوزيتيف. خاطر ال E1 انت قلت لي ال E1 pourquoi parce que E1 est strict, le 2 est strictement supérieur à 0 هاك ولا qui vous a dit que c'est une maximisation? Si c'était une minimisation? Si c'était une minimisation, est-ce que la solution est optimale? Non. Non, pourquoi? Je connais pas. خاطر عنا خاطر عنا ماركات. Très bien, très bien, صحيح. Très bien. Donc, dans tous les cas, la solution n'est pas optimale. Parce que j'ai au moins un coefficient strictement négatif et un coefficient strictement positif. D'accord? Donc, je profite de cet exemple pour dire quoi? L'exemple que nous avons fait, c'est sur une maximisation. Donc, le test d'optimalité, c'est avoir des coefficients inférieurs ou égaux à 0 pour dire que c'est optimal. Si c'était une minimisation, c'est l'inverse, en fait, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, si c'était une minimisation, la condition d'arrêt, c'est d'avoir des coefficients supérieurs ou égaux à 0. Donc, pour cet exemple-là en particulier, la solution n'est pas optimale dans tous les cas parce que j'ai un coefficient strictement négatif et un coefficient strictement positif. Très bien. On suppose que c'est une maximisation. Donc, le vecteur entrant sera maximisation. Le vecteur entrant sera si c'était une maximisation, le vecteur E1. Voilà. Donc, E1. Comment on va sélectionner le vecteur sortant? En appliquant le deuxième critère de Dantzig, qui est, on va calculer quoi? Normalement, BJ sur moins 1 et 7 sur 0. On ne considère que les coefficients strictement positifs. Donc, je ne peux rien calculer. Je n'ai aucune possibilité pour choisir le vecteur sortant. Dans ce cas, on dit que
la solution optimale et bornée, et non bornée, pardon. Dans ce cas, on dit que la solution est non bornée. On peut trouver une solution avec un autre algorithme autre que simplex. On va voir par la suite. Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes incapable de déterminer le vecteur sortant par cet algorithme de simplex tabulaire, vous pouvez, on va voir comment on peut procéder. C'est le troisième cas, c'est la solution optimale non bornée. D'accord? Dernier cas, avant-dernier cas, si nous avons une quantité négative dans les limites de contrainte, c'est-à-dire un BJ négatif, c'est tout simplement, vous devez multiplier par -1 la contrainte négative pour commencer par des coefficients positifs, des seconds membres positifs. L'algorithme de simplex doit obligatoirement commencer par une forme canonique qui exige des vecteurs inférieurs ou égaux à 0. Donc, si vous avez des contraintes inférieures ou égales à 0, donc si vous avez une contrainte ou plus de type supérieur ou égal, il suffit de la multiplier par -1 pour avoir des contraintes de type inférieur ou égal. Dernier cas, on a vu ce cas-là, si vous avez des variables sans signe, on effectue un changement de variable. On a vu ça lorsqu'on a parlé des règles de transformation. D'accord? Des questions? D'accord, madame. Oui. Alors, je vais vous proposer deux petits exercices pour samedi. Hein. On va les corriger samedi, puis continuer le cours. Oui. Je vous propose cet énoncé, je vais la partager sur votre classroom. Vous allez commencer par formuler comme forme d'application, formuler le programme sous forme d'un programme linéaire, le problème sous forme d'un programme linéaire, puis vous allez le résoudre par l'algorithme de simplex, en appliquant l'algorithme de simplex. D'accord? Au deuxième exercice, vous allez continuer la résolution de ce tableau-là en appliquant aussi l'algorithme de simplex. D'accord? Je vais partager les deux exercices sur votre classroom et c'est un travail en asynchrone à faire pour samedi prochain. D'accord? D'accord. D'accord. Vous avez des questions? D'accord. Des questions? C'est clair, madame. C'est Merci. clair. Merci. Merci. À la prochaine séance, Inch'Allah. À la prochaine. Merci. Au revoir, madame. Merci. Ouais, c'est- Au revoir, madame. Merci.